Emprisonné pendant des années et luttant de toutes ses forces contre l'apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela fut un héros proche de son peuple et une inspiration pour tous. Pourtant, derrière la légende, il y a l'homme. Un homme qui lutte contre ses blessures secrètes, ses déceptions et ses erreurs. Mandela ne s'est jamais considéré comme quelqu'un de courageux, car pour lui, le courage n'est rien d'autre qu'une prise de décision. On est courageux parce que l'on choisit de l'être. C'est très conceptuel tout ça, j'en ai bien conscience. Écoutez donc cette anecdote. Un jour, au cours de l'année 1994, Mandela a pris l'avion pour se rendre à Natal, au Brésil. C'est un déplacement risqué, tant ce pays est imprégné de violences politiques. Pendant le voyage, un moteur de l'avion lâche. La panique monte, mais lui continue à lire son journal tranquillement, comme si de rien n'était. L'avion, finalement, arrive à bon port. Mandela se soumet immédiatement à l'exercice politique qui l'attend sur place. Ce n'est qu'à la fin de la journée qu'il reconnaît qu'il a eu très peur. Mais il n'a rien laissé paraître. Donc, être courageux, ça ne veut pas dire n'avoir peur de rien. Être courageux, c'est dépasser ses craintes et les affronter. Si l'on suit cette définition, on réalise qu'absolument tout le monde peut être courageux. Pour Mandela, il est primordial de maîtriser ses émotions. Si vous apprenez à les gérer, vous ne vous laissez jamais dépasser et vous aborderez les événements de manière raisonnable et analytique. C'est ce que fait Mandela en 1993, alors que le climat politique est tendu et que sa position de leader est controversée. En effet, certains se tournent vers Chris Hani, le chef militaire de l'ANC, l'African National Congress, plus jeune que Mandela et très populaire. Bien plus vindicateur, ce dernier prône une politique de vengeance, loin de l'idée de pardon préconisée par Mandela. Mais Hani se fait assassiner. Alors que le pays est au bord du chaos, Mandela prend les choses en main et apparaît à la télévision pour prononcer un discours appelant au calme et à la solidarité. C'est grâce à ces mots qu'il gagne le cœur des gens et qu'il devient président. Bien dirigé, c'est aussi assumer de se faire des ennemis. En 1987, alors qu'il partage une très grande cellule avec 3 de ses amis à la prison de Pollsmoor, Mandela est placé dans une cellule à part après un court séjour à l'hôpital. Il demande ensuite un entretien avec le ministre de la Justice, Gobi Coetsee. Il met 2 ans à l'obtenir, mais en réalité, ce n'est qu'un prétexte pour solliciter un entretien avec Peter Willem Botha, président de la République d'Afrique du Sud à ce moment-là. Suite à l'entretien, Mandela raconte l'épisode à ses camarades de l'ANC qui se mettent en colère. Ils lui reprochent de ne pas les avoir consultés. Mais justement, Mandela considère qu'un meneur doit assumer ses décisions et donc accepter de ne pas faire l'unanimité. Mandela a toutes les qualités d'un leader, mais il sait qu'il ne peut pas diriger seul. En effet, exercer une politique habile revient à savoir se retirer quand cela est nécessaire. En fait, c'est du management. Un bon leader n'impose pas son point de vue et n'exige pas des autres qui le suivent aveuglément. Il existe un terme en Afrique qui illustre cet état d'esprit, c'est l'Ubuntu. Cela signifie que notre humanité s'exprime à travers celle des autres. Nous n'accomplissons de grandes choses qu'en travaillant tous ensemble vers un seul et même but. C'est une assez belle idée, non? Qu'en dites-vous? L'apparence est essentielle pour Mandela. Il veille à toujours être élégant, car il sait que les vêtements contribuent à l'image qu'on renvoie aux autres. Mais il va plus loin que cela.
À la manière d'un acteur, il considère qu'un costume aide à mieux entrer dans le rôle que l'on veut incarner. Après avoir obtenu un entretien avec le président Botha, il négocie un costume pour ne pas avoir à se présenter dans sa tenue de prisonnier. Il veut apparaître comme l'égal du président. De manière générale, il sait quelles attitudes adopter pour plaire à tout le monde. D'ailleurs, si vous regardez bien, il sourit sur toutes les photos. Un beau sourire pour cacher les blessures qui ne doivent pas être montrées en public. Toute sa vie, Mandela a été guidé par un objectif: l'égalité entre les Noirs et les Blancs. À son image, il peut être intéressant que vous réfléchissiez au but ou, plus précisément, au sens que vous voulez donner à votre vie. Pourquoi vous battez-vous? Qu'est-ce qui compte vraiment? Toutes vos décisions doivent être prises à la lumière de cet objectif, quitte à agir de manière inattendue. Mandela raconte ainsi son revirement quant à l'utilisation de la violence comme stratégie de l'ANC. À sa création, l'ANC prenait la non-violence. En 1961, Mandela veut les convaincre que seule une nouvelle stratégie de lutte armée peut les mener à la victoire, car le camp d'en face n'hésite pas à faire preuve de violence. Évidemment, si vous avez bien suivi jusque-là, vous savez que la non-violence est le principe qui lui tient le plus à cœur. Mais Mandela, à ce moment précis, sait qu'un changement de stratégie est nécessaire pour atteindre son objectif ultime. Pour cette fois, il choisit donc la violence. La gentillesse est une qualité que Nelson Mandela plaçait au-dessus de tout. Il était persuadé que l'on pouvait inciter les autres à devenir meilleurs. Prenons Jan Vorster, l'homme qui a voulu le pendre. Mandela n'était pas amer à son propos. Il pouvait même qualifier cet homme de personne honnête. Il choisissait délibérément de voir le bien chez autrui, car il était convaincu qu'on ne naît pas mauvais, mais qu'on le devient par l'éducation ou les circonstances particulières de la vie. On peut donc, comme lui, considérer les gardiens de prison comme des victimes du système, par exemple. Saviez-vous que Mandela a été boxeur? C'est comme ça qu'il a appris le principe suivant: pour gagner, il faut connaître l'autre, sa stratégie et ses mouvements. C'est un précepte qui s'applique facilement à la politique et dont Mandela ne s'est pas privé. En effet, son peuple était opprimé, et il était donc primordial d'utiliser les mêmes stratégies que l'ennemi. En 1962, quand il fonde l'aile militaire de l'ANC, il décide d'apprendre l'afrikaans, la langue de l'oppresseur. Car comment vaincre l'ennemi si on ne comprend pas son langage? Mais son raisonnement va même au-delà du problème de la langue. Il sait que pour résoudre le conflit, les Afrikaners doivent y jouer un rôle. Une stratégie fondée sur l'émotion. Et elle a porté ses fruits. Il impressionne les chefs du gouvernement par sa connaissance de la culture afrikaner et réussit à faire libérer Walter Sisulu, militant important de l'ANC. Comme à la boxe, lorsqu'un combat est gagné, rien ne sert de jubiler. En effet, il est important de ne pas humilier son adversaire et de se montrer charitable afin d'en faire un allié, voire même un ami. Cette théorie fonctionne également avec ses alliés. Mandela aimait observer les autres, repérer et décortiquer leur façon d'être. Il savait aussi qu'il ne faut pas se fier à leur loyauté, car souvent, elle varie. Il gardait toujours un œil sur son propre camp, les membres de l'ANC, surtout lorsqu'il sentait des différences de stratégie, comme par exemple celle qui a divisé les anciens et les jeunes leaders. En 1990, après sa libération, il prend sous son aile deux des plus jeunes leaders, Bantu Holomisa et Chris Hani. Bantu voyait Mandela comme quelqu'un de dépassé,
accordant trop facilement sa confiance et prompt aux négociations. Mandela a pris le parti de laisser Bantu croire qu'il avait besoin de lui afin qu'il se sente redevable et trahisse plus difficilement. Il a fait pareil avec Annie, ce qui lui a permis de le surveiller, tout en bénéficiant de sa popularité. 27 ans. C'est le temps que Mandela a passé en prison. Cette période a profondément modifié son rapport au temps. Nelson Mandela sait que l'histoire ne s'écrit pas en une journée, mais surtout, il sait que l'on ne peut l'écrire seul. Agir avec prudence n'implique pas de renoncer à ses idéaux, au contraire. Cela consiste à apprendre à viser le long terme. Lorsque Mandela est sorti de prison, le monde avait connu de grandes avancées technologiques. Il a dû s'adapter, mais ne s'est jamais conformé au rythme des gens autour de lui. Il voulait changer les choses dans leur ensemble et non dans leur immédiateté. Depuis le début, nous insistons sur le fait que Mandela était un homme avant d'être un homme politique. Grand romantique, il avait beaucoup lu Jane Austen pendant sa jeunesse et a beaucoup souffert en amour, notamment en prison. Mandela s'est marié 3 fois. Son histoire la plus longue et la plus marquante, il l'a vécue avec Winnie. C'est l'amour qu'il portait à sa femme qui l'a aidé à tenir dans les moments les plus sombres. Mais cet éloignement a clairement laissé Mandela dans une vision totalement idéalisée de son union avec son épouse. Pourtant, les difficultés étaient réelles. Le couple a passé plus de temps séparés qu'ensemble. Et Nelson Mandela n'avait pas conscience des difficultés que sa femme rencontrait à l'extérieur. Elle subissait énormément de pression et devait mener de front sa vie de mère et sa vie d'engagé politique. Lorsque Mandela sort de prison, l'amour auquel il s'attendait n'est que peine et déception. Winnie est alcoolique et a plusieurs amants. Le couple divorce. Même après cet échec, Mandela n'a pas renoncé à l'idée qu'il pouvait être heureux en amour. Il s'est d'ailleurs remarié à 84 ans. Mandela était souvent en conflit avec lui-même. Il lui arrivait d'être paradoxal, mais il assumait cet aspect de sa personnalité. Il partait du principe que la cohérence absolue n'est pas forcément une qualité. Par exemple, il lui était difficile de répondre à une question fermée. Cette manière de formuler un problème a tendance à le simplifier et à exclure des enjeux bien plus vastes et plus importants. Il appliquait ce mode de pensée aux personnes qui l'entouraient. Personne n'est jamais aussi mauvais que le pire de ses actions, et inversement. Les êtres humains ne pouvaient pas être définis par une seule action, qu'elle soit très bonne ou très mauvaise. Conclusion : découvrir Mandela, c'est découvrir un homme complexe, paradoxal, intelligent, visionnaire. Il a consacré sa vie à celle des autres, à son peuple, à son pays. Il a tracé la voie pour un meilleur futur. Il a choisi d'être le fer de lance d'une longue lutte, quitte à y sacrifier une grande partie de sa vie personnelle et surtout, sa liberté. Nelson Mandela a laissé une trace dans le cœur des gens et a définitivement marqué l'histoire.